Est-ce que ça veut dire que du coup, cette courbe destructive va perdurer? D'ailleurs, ce gouvernement, quand il est arrivé avec sa majorité, donc il a promis de créer 1 million d'emplois. 250 000 emplois par an. Et donc, aujourd'hui, le compte n'y est pas. S'il y a de la destruction de l'emploi, c'est à cause de la sécheresse. Et l'inflation, elle est importée, conséquence de la guerre en Ukraine. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne passe plus. Faisons du Maroc un pays compétitif dans toutes les manufactures. Sachant que le chef du gouvernement et le gouvernement actuel, nous considèrent que investir plus dans l'investissement public, c'est ça qui permettra de générer de la richesse. Il faut avoir une stratégie nationale long-termiste pour la Je vais revenir. Vous avez l'initiative de fixer le prix de 35 centimes et la 5 €. Si on avait le même patriotisme pour l'économie et pour nos relations d'échange, tout ce que nous avons sur le foot, on serait la Corée du Sud, la Malaisie, l'Indonésie aujourd'hui, qui fait de 8% à 10% de croissance économique. Bienvenue, Abdelrahmani Youmni. Merci Rachid Alaoui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes économiste et expert en politique publique. Et dynamique de débat aujourd'hui centrée sur le format 7e sens, censé donner du sens au sens, à la fois la destruction d'emplois et à la fois la destruction également de pouvoir d'achat, qui a été relevé et mentionné dans le dernier rapport étude du Haut Commissariat au Plan. Destruction d'emplois, destruction de pouvoir d'achat. Comment inverser la courbe destructive? Alors, premièrement, je vous remercie d'avoir choisi ces deux thématiques qui sont très corrélées. Alors, sauf que la première, elle touche l'emploi des jeunes et la deuxième, elle touche le pouvoir d'achat de tous les Marocains, y compris les jeunes, mais en particulier les ménages. Maintenant, comment inverser cette courbe? Il faut changer de modèle et pas seulement le nouveau modèle de développement. Il faudrait d'abord essayer d'analyser comment évolue l'économie internationale. L'économie internationale, elle évolue sur un phénomène de désindustrialisation, sur un retour du protectionnisme, sur des enjeux de décarbonation. Donc, les chaînes de valeur globales du monde, elles sont un enjeu. Maintenant, est-ce que le Maroc, il est au cœur de ce phénomène? Il essaie d'attirer des investissements directs étrangers. Il essaie aussi de créer une vraie ADN économique. C'est compliqué. Et de là, nous avons le problème. Après, nous avons autre chose qui est très importante. Vous ne l'avez pas souligné, mais je pense que vous y avez pensé. C'est que nous avons un dividende démographique qui va se poursuivre jusqu'en 2050 avec un gain de 2 millions de jeunes, c'est-à-dire de population active tous les 10 ans. Il faudra y apporter des solutions. Est-ce que ça veut dire que du coup, cette courbe destructive va perdurer? Par rapport à ce que vous dites, d'un côté, des facteurs exogènes, où vous dites effectivement c'est le retour du protectionnisme, on le voit d'ailleurs avec la politique et la stratégie de Donald Trump. Pas seulement. Pas seulement, mais voilà, ce qui pourrait aussi se produire au niveau du continent européen, il faudra voir aussi au niveau de l'Asie. Mais est-ce que ça veut dire que inverser la courbe destructive chez nous est entièrement tributaire de facteurs exogènes, de ce qui se passe à l'international? Je vous dis ça parce que pendant très longtemps, ce qui a été dit aux Marocains et les Marocains, c'est que s'il y a de l'inflation et s'il y a s'il y a de la destruction de l'emploi, c'est à cause de la sécheresse et l'inflation, elle est importée, conséquence de la guerre en Ukraine. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne passe plus, ça. Ou ça passe difficilement. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous remercie d'apporter vous avez apporté quand même une trame d'analyse qui est importante. Alors, en tant qu'économiste, je suis obligé de regarder qu'est-ce qui crée de l'emploi au Maroc. Alors, les secteurs qui créent de l'emploi au Maroc, c'est en priorité le secteur agricole. C'est 5 millions d'emplois, pas créés, mais qui existent, qui font partie de notre population active. Ce secteur agricole, il souffre des phénomènes de sécheresse. Et donc, nous avons des destructions d'emplois, et celles-là, elles sont involontaires. Après, nous avons le secteur du tourisme. Lui, il emploie à peu près 1 million de personnes, entre l'artisanat et le tourisme. Lui, il crée de l'emploi. Et puis, nous avons le secteur, par exemple, du textile, 400 000. C'est ceux-là sur lesquels il faudra apporter des solutions et des réponses qui sont diverses et mélangées. C'est-à-dire, il faudrait trouver une solution à l'agriculture agroalimentaire. Il faudrait dans le textile voir comment moins importer, plus produire. Il faudrait sur le tourisme créer de l'emploi. Par contre, sur quelle temporalité ce que vous dites là? Parce que a priori, il y a une urgence nationale aujourd'hui sur la destruction massive d'emplois et sur la thématique du chômage. Voilà, aujourd'hui, ce que vous dites là, ça va demander un peu de temps.
Donc on pourrait aller au-delà de 2026. Je ne suis pas d'accord sur le... Parce qu'on va toujours dire que l'emploi, il peut se créer sur le court terme. Mais il faudrait avoir une vraie stratégie de création d'emplois parce qu'on utilise depuis une vingtaine d'années les mêmes stratégies. À chaque fois que nous avons une destruction d'emplois, on essaye de subventionner les entreprises avec moins de charges sociales pour créer de l'emploi, mais nous n'avons jamais ciblé l'emploi, c'est-à-dire les personnes. On cible les entreprises avec de dépenses fiscales. D'ailleurs, il faudrait bien regarder, Rachid Alaoui, oui. Comment on cible. En fait, on dit aux entreprises, vous allez payer moins d'impôts, moins de charges sociales si vous embauchez. Les 14 milliards qui sont mobilisés pour la loi de finances 2025, est-ce que c'est exactement ce que vous êtes en train de dire là et que quelque part, on utilise la même recette pour soigner les mêmes mots MAUX, sauf que ces mots-là, mais on ne les soigne pas. Alors, voilà. On ne les soigne pas, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'a jamais changé de recette. C'est la même recette. D'ailleurs, ce gouvernement, quand il est arrivé avec sa majorité, et donc il a promis de créer 1 million d'emplois. 250 000 emplois par an. Et donc, aujourd'hui, le compte n'y est pas. Puis on sait qu'il n'y aura jamais ce compte-là. Jamais. Ne pourra jamais être le compte atteinte. N'y est pas. Oui. Après, vous avez des programmes qui se ressemblent. Vous avez Aourash, vous avez Mokawalati, ça se ressemble. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit 14 milliards de dirhams, 2 milliards de dirhams cadeaux pour les entreprises, pour qu'elles emploient, et puis 12 milliards de dirhams pour l'investissement. Ça veut dire qu'il faut créer. Alors, premièrement, moi, je ne sais pas d'où vient cette enveloppe, même s'il est sur le PLF 2025. Il faudrait qu'on sache d'où elle vient. Et premièrement, prélever du budget général de l'État, tout à fait d'accord. Ventiler sur 6, 7, 8 ministères. Oui, alors, a priori. Non, mais je suis d'accord, mais est-ce que c'est une vraie enveloppe ou c'est une enveloppe qui va s'exprimer en crédit bancaire et en dépenses fiscales envers les entreprises? Si c'est une vraie enveloppe, utilisons une autre recette. Et moi, j'ai une recette. Aujourd'hui, dans un pays où nous avons à peu près 12 millions de population active et nous avons plus de 1,5 million à 2 millions. Et on a 1 million de net. Net, c'est sans éducation, sans formation et sans emploi. Et 4 millions si on met le curseur de 15 à 34 ans. On parle de 40% du taux de chômage qui frappe. Ce n'est pas le taux de chômage global, parce qu'il y a une bataille des chiffres. Pourquoi on ne fait pas une banque de stage? Pourquoi aujourd'hui, la formation professionnelle, on n'essaye pas de payer les jeunes qui sont en formation? Nous perdons des emplois dans l'agriculture, mais nous perdons des emplois aussi dans l'artisanat. Je ne parle pas de l'artisanat, dans les artisans. Artisans, maçons, plombiers, électriciens, on n'en trouve plus dans les jeunes générations. Pourquoi nous ne consacrons pas des 12 milliards, 4 ou 5 milliards à payer? Vous savez que les 12 milliards, ça fait à peu près 300 000 SMIC. Certains vous diraient qu'il y a eu un financement qui a été accordé. C'est pas du financement. Important à la Cité des métiers, l'OFPTT, oui, mais c'est avec pas des programmes de formation et de formation Rachid Alaoui, professionnelle. je ne suis pas d'accord. Quand vous prenez un jeune qui vient des classes populaires et des quartiers populaires, à qui vous ne versez pas une petite bourse d'apprentissage, qui peut être de 2 000, de 3 000 dirhams, qui lui permet d'abord de faire le déplacement, de se nourrir, et puis le week-end de sortir et de vivre dignement. C'est ce que des pays européens comme l'Allemagne, l'Italie, la France ont testé pour monter en gamme au niveau de la formation professionnelle. On est monté en France, par exemple, à 1 million d'apprentis. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a une enveloppe budgétaire dédiée aux jeunes, qui est versée aux jeunes. Dans ces pays-là, dans ces pays européens, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est comparaison, déparaison forcément. Je suis d'accord. C'est aussi un tissu de TPE et de PME qui est structuré et organisé. Ce qui n'est pas forcément le cas chez nous, notamment dans les métiers manuels que vous avez fait référence. Mais là, en même temps... Mais même dans le métier manuel, Rachid Alaoui, même dans le métier manuel, d'abord, essayons d'autres recettes, puisque les recettes qu'on va utiliser maintenant, on ne peut jamais marcher. Est-ce que la recette de l'investissement, on voit bien aujourd'hui, il y a la banque de projet au niveau du ministère de l'Industrie, il y a la nouvelle charte qui a donné lieu d'ailleurs à une loi. Ouais. Est-ce qu'il faut la réorienter? Non, premièrement, il faudrait flécher des métiers. D'abord, il y a les métiers mondiaux du Maroc et puis aussi les métiers manuels du Maroc. Dans les métiers manuels du Maroc, on peut avoir 250 000 jeunes qu'on peut envoyer en apprentissage chez, je vous ai dit, les garagistes, chez l'électricien, même si c'est informel. On va verser à ce jeune 2500, 3000 dirhams, essayer d'avoir des certifications parce que dans les métiers manuels, nous sommes aussi en train de perdre de l'emploi parce que nous n'avons pas une transmission des savoirs. Et il faut cibler tous les métiers. Moi, je vous dis, nous avons essayé des méthodes par le passé qui n'ont pas marché. Et là, on va essayer la même. On dit à des jeunes, on va vous donner 300 000 dirhams pour créer une entreprise. 14 milliards de dirhams, ce qui est mobilisé, en tout cas, comme argent public. Vous dites-vous, ça sera pas suffisant pour inverser la courbe destructive de l'emploi. Parce qu'il y a une déconnexion entre l'employabilité et les centres de formation
et les universités et les écoles d'ingénieurs et l'entreprise. Faites un tour dans la CGEM et faites une étude pour savoir quel est le pourcentage d'entreprises manufacturières. Vous allez trouver beaucoup de personnes qui ont plusieurs cartes et qui importent des produits ou de Turquie, ou d'Égypte, ou de Chine, qui sont entrepreneurs. Parce que plus compétitif, peut-être. Mais faisons du Maroc un pays compétitif dans toutes les manufactures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans le textile, là, dans le tourisme, on est en train de réussir. Quand même, 17 millions de touristes. Il faudrait essayer de nouvelles recettes. Les recettes anciennes ne marchent pas. Et puis, on est dans un monde qui est ouvert et compétitif. Après, moi, les entrepreneurs qui font de l'importation-exportation, moi, j'ai un point d'interrogation. Moi, je trouve que c'est pas très patriotique en fait, de faire du business sur l'import-export. Économiste spécialiste en politique publique, vous dites qu'il faut revenir il faut être beaucoup plus terre à terre. Oui. Voilà. Et avoir une approche métier, par territoire aussi. Bien sûr. Et d'essayer aussi de proposer des formations professionnelles à la carte à des jeunes, mais des formations rémunérées et non pas forcément des emplois. Parce que jusqu'à présent, c'était Aourach 1 et Aourach 2, c'était des emplois aidés dans des collectivités locales et territoriales. Éphémères. Avec une durée limitée. Éphémère, on l'a déjà testé dans les années 90 au Maroc. Regardez la cartographie. On a déjà fait ça. Il y avait Inaach al-Watani. C'est pas quelque chose. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est comment donner de l'espoir à ces jeunes, qu'ils sortent avec un métier, qu'ils soient un peu rémunérés et qu'ils puissent remplacer les générations aujourd'hui qui vont passer la main dans des métiers manuels du Maroc. Ça, d'une part. Sur l'emploi lui-même et sur l'économie et le modèle de croissance, est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'on peut agir là-dessus? Au-delà de ces programmes de formation professionnelle, je crois que c'est prévu d'ailleurs dans les 14 milliards de dirhams, on n'a pas encore le détail, on n'a pas encore la data là-dessus. Est-ce qu'il y a nécessité d'agir sur ce modèle de croissance économique aujourd'hui qui repose essentiellement sur l'investissement public et de la redistribution? Écoutez, voilà. Donc on voit bien, le HCP nous dit voilà, ces mécanismes de redistribution, ça ne marche pas suffisamment, ça réduit les classes intermédiaires qui se sont appauvries, ça enrichit les classes supérieures. Mais en même temps, ça réduit massivement, en tout cas, cette pauvreté qualifiée de multidimensionnelle par le HCP. Mais est-ce que là-dessus, il y a aussi une nécessité, selon vous, de revoir ça, sachant que le chef de gouvernement et le gouvernement actuel, lui, considèrent que investir plus au niveau de l'investissement public, c'est ça qui permettra de générer de la richesse. D'ailleurs, ils ont augmenté le volume d'investissement public de 335 à 340 milliards de dirhams. Bon, les 340 milliards de dirhams d'investissement public, vous savez très bien, Rachid Alaoui, c'est en lien avec les perspectives de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde. Et nous avons besoin de créer des infrastructures. Et ça, c'est une excellente chose. Et par transitivité, nous aurons de la création d'emplois à travers l'investissement public. Parce que est-ce que c'est chiffré ça? Est-ce que vous, en tant qu'économiste indépendant, spécialiste des politiques publiques, on se dit, l'année dernière, c'était 335 milliards de dirhams qui ont été engagés avec un taux d'exécution autour de 80%. Donc, et on se dit, on a détruit l'emploi. Est-ce qu'on doit continuer à augmenter le niveau d'investissement public et continuer à détruire l'emploi en 2025? Là, par contre, je vais défendre un petit peu l'exécutif. C'est-à-dire que nous avons un dividende démographique qui augmente tous les 10 ans de 2 millions. Donc, de 2 millions de personnes supplémentaires. De 2 millions. C'est-à-dire, on était à 350 000. Là, on arrive à 500 000 de population active qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Parce on finit la transition démographique. Donc là, il faut préparer. C'est pour ça qu'il faut changer de modèle économique. Il y a une partie de commencer à produire localement. Donc, en faisant tout ce qu'on sait le faire, il faut le faire. Substitution aux importations. Ça marche pas beaucoup. Ça marche pas parce qu'on l'essaye pas. Moi, je vous dis, moi, je découvre. Alors, j'ai découvert deux choses. J'ai fait des visites dans des entreprises industrielles, par exemple d'aéronautique, et je trouve des entreprises qui tournent 24/24 avec 150 personnes, 50. Donc, les idées dans les industries innovantes ne créent pas beaucoup d'emplois. Donc, il faudrait qu'on voit les secteurs qui créent de l'emploi et on essaye de les protéger. C'est-à-dire de demander... C'est-à-dire faire la politique trumpiste au niveau douanier, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, de réviser les accords de libre-échange que nous avons avec l'Égypte, qui attaque notre marché de textile, de tapis. C'est en cours, il faut le faire avec la Turquie, notre industrie de plastique, notre industrie de restauration, notre industrie d'agroalimentaire, et puis de la Chine aussi, dans tous les secteurs. Est-ce que ça veut dire qu'Abdelghani Youmni est en train de dire aussi que l'importation massive de différents produits d'ailleurs, de consommation ou autres, ou d'équipements, détruit de l'emploi?
Oui. Parce que certains économistes, il y a des écoles de pensée économiques qui disent l'importation, il ne faut jamais oublier que les pays qui importent, c'est aussi des pays qui créent de la richesse. L'importation crée la richesse. Mais ça dépend. Et vous êtes en train de dire, nous, l'importation chez nous détruit la richesse. Je vais vous donner 2 exemples, Rachid Alaoui. L'Allemagne et la France. La France a fait le choix de faire l'importation massive. Elle est en déficit de 3 300 milliards d'euros de son commerce. Elle a tué ses industries et ses entreprises manufacturières. L'Allemagne a fait le contraire. Elle a voulu garder ses ETI, entreprises de taille intermédiaire. L'Allemagne aujourd'hui, malgré les difficultés qu'elle a, elle reste en excédent de 170 milliards d'euros par an. Excédent commercial, vous dites. Donc, excédent commercial. Donc, vous voyez bien les 2 stratégies. Notre stratégie aujourd'hui, elle doit ressembler à celle de l'Italie, qui a ressauvé, et je vais utiliser un terme peut-être, voilà, qui a réussi à sauver ses manufactures en bloquant les importations de tous les biens et services qu'elle peut produire. Et c'est ce qu'il faut faire au Maroc. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut faire de la coopération triangulaire. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un terme. Coopération triangulaire, demander aux Turcs et aux Égyptiens de faire de la manufacture du textile ici, au Maroc, en apportant des intrants turcs ou égyptiens, et produire le vêtement pour nous, parce qu'on importe presque 95% de nos vêtements. C'est un problème, ça. Donc, on continuera de toute façon pour fabriquer, même si on fait la promotion de la production locale, à importer les matières premières. On importe la matière première ou les demi-produits. Les demi-produits, c'est ce qu'on fait dans l'automobile. Le demi-produit dans le textile, et après, on arrivera au produit. Ou le quart de produit de Turquie. Voilà. Est-ce qu'on a encore le temps de faire ça pour réduire et inverser la courbe du chômage sur le court terme? On a jusqu'à 2035 parce que nous avons pris l'engagement du nouveau modèle de développement de 6% de croissance et un taux de chômage qui est de 5 à 6%, pareil. On a jusqu'à 2035, puis on a jusqu'à 2050. Après 2050, on aura une vraie modification de notre démographie. Et 2025 et 2026, on fait quoi? On fait le constat, on refait une émission. On fait pas le constat. Toujours le plaisir de débattre avec Abdelrahim Youmni, de se dire le taux de chômage était à 13,3%. Rachid Alaoui, en 2024, on va faire le constat qui va être à 13,5 ou 13,6 ou 14% Rachid en 2025. Alaoui, il y a un gouvernement en manette. Je pense que le gouvernement a pris la décision aussi d'aller vers des cabinets qui font de l'expertise pour lui donner une stratégie. Mais là, la stratégie, elle n'est pas rendue publique. Mais on sait que le gouvernement a fait sa stratégie. Le patronat aussi. Et là, je vais vous dire une partie tourisme, textile, agriculture. Il y a les métiers du Maroc. Il y a choisir les secteurs et puis l'investissement. Mais moi, je vous dis, il faudrait en fait ventiler ce qu'on veut faire. On ne peut pas faire une seule stratégie pour créer de l'emploi. Il faudrait dans la stratégie. Je vous donne un exemple, Rachid Alaoui. Nous avons 22% des femmes qui sont dans le secteur formel de l'emploi. Ça veut dire qu'il y a 78% qui sont hors circuit. Et là, il y a une idée. Nous avons sur l'énergie renouvelable, on peut créer de l'emploi. Nous avons dans l'agriculture, dans le secteur agricole, dans les campagnes, on peut créer de l'emploi. Il faut y aller, mais je vous dis, ça part par une revalorisation de la formation professionnelle. Et des métiers de base. Et la banque de stage. Dont on a tous besoin. La banque de stage, Rachid Alaoui. Pour les jeunes qui ne trouvent pas de stage, qui font des licences, qui font des masters. Donc pas de banque de projet, mais des banques de stage. Les deux. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ou les deux en même temps. Les deux de concert. Banque de projet, banque de stage, les métiers manuel du Maroc, c'est aussi une partie. Est-ce que ça veut dire que pour 2025, cette année qui est en cours, qui va s'achever d'ailleurs avec une dynamique, une belle fête, mais ça sera autour du sport, autour du football, puisque nous accueillerons la Coupe d'Afrique des Nations, mais qu'il y a un risque extrêmement élevé, Abdelrahim Youmni, d'avoir une hausse à nouveau du taux de chômage. Oui, mais tel que c'est parti là, on est à 13,3, c'est les derniers chiffres officiels pour l'année 2024. Le chiffre, le taux moyen au niveau territorial et au niveau national, 13,3. Est-ce que ça veut dire que 2025, ça sera du 13... Alors, on frôlera les 14%. Rachid Alaoui, on peut arriver à 4%. C'est pas ça le problème. Il faut avoir... Ça peut être un problème aussi. Non, Rachid Alaoui, il faut avoir une stratégie nationale long-termiste pour l'emploi. C'est pas cette année pour encore maquiller le chômage et dire on a créé 300 000 et pour les élections. Non. Il faudrait avoir une stratégie nationale, patriotique, pour créer une dynamique économique pour ce pays, pour qu'il y ait une vraie redistribution, vous l'avez dit, une vraie redistribution de la valeur, pas une redistribution de la fiscalité, c'est-à-dire ou de la dette. Donc ça, il faut. Mais c'est pas une stratégie pour moi court-termiste de 2025-2026. Il faudrait réfléchir et essayer de nouvelles recettes. Nouvelles recettes justement. Est-ce que ça, il faut aussi prêter attention à la destruction massive également du pouvoir d'achat? Vous avez dit, il y a un corollaire aussi, ça peut être le corollaire. Certains considèrent, des économistes, qu'il n'y a pas forcément de corrélation imbriquée,
mais qui a une corrélation avec une relation indirecte. Aujourd'hui, il y a deux moteurs de destruction. C'est à la fois la destruction d'emploi et à la fois la destruction de pouvoir d'achat. Au rythme où vont les choses, certains considèrent, je ne sais pas si c'est votre école de pensée, que la classe moyenne et que les classes intermédiaires, c'est le moteur social, le moteur économique. Donc du coup, c'est aussi l'emploi, c'est aussi ça touche et ça frappe ces catégories de population intermédiaire. Est-ce qu'il faut s'attaquer de front, à la fois à la création d'emplois pour cette catégorie dite intermédiaire, et à la fois aussi à trouver comment redonner du pouvoir d'achat, en tout cas initier une nouvelle dynamique pour cette classe intermédiaire. Rachid Alaoui, vous savez que ce sont des vases communicantes et puis un phénomène de ruissellement entre la création de l'emploi et la revalorisation du pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat, on peut le valoriser sans problème. Demain, on va baisser la TVA de 3 points et on va redonner du pouvoir d'achat. Mais c'est pas le but, parce que c'est pas cette béquille. C'est pas forcément la philosophie. C'est pas cette béquille. Alors moi, je suis un économiste néostructuraliste et je crois, dans mon école de pensée, à la création de la valeur pour le partage de la richesse. Et quand je parle de la richesse, de la valeur ajoutée. Maintenant, donc, c'est quoi le problème? C'est que nous sommes passés par le Covid et puis nous sommes passés aussi par des hausses de taxes sur les carburants qui ont été très élevées. Et puis, il y a eu de l'inflation. Et cette inflation, elle a conduit à une augmentation des prix, mais elle n'a pas été corrigée par une augmentation des salaires, sachant qu'on l'a freinée sur les 60 dernières années. Et là, vous m'aviez tout à l'heure dit vos études, vos calculs, je vais vous dire, sur les 60 dernières années, entre 1960 et 2020, le taux d'inflation moyen du Maroc, c'est 4,4%. 4,4. Ça veut dire qu'on n'est pas un pays inflationniste. Maintenant qu'on a vécu des inflations à 7-8% et que les prix ont augmenté et que l'inflation sous-jacente a beaucoup augmenté, il faut apporter une correction des salaires. Elle a été apportée sur le SMIC, sur les 10%. Mais elle n'a pas été apportée sur les autres salaires. Et je trouve que sur le prix du carburant, malgré qu'on a connu une baisse aujourd'hui, on est à peu près entre 13 et 11,50 dirhams, il faudrait apporter des corrections soit là, soit sur un autre, parce que cette classe moyenne aujourd'hui... Sur quel levier agir? Le patronat est extrêmement silencieux, ne s'est jamais exprimé encore à ce jour sur la gestion de l'inflation, en tout cas de la gestion de la cherté de la vie. Et en étant favorables, ils ont été favorables pour augmenter le salaire minimum, qui a dépassé 3 000 dirhams, mais par contre, il n'y a pas d'augmentation de salaire généralisée, donc pas de hausse des revenus. Et de notre côté, il y a la politique, en tout cas stratégie en matière de soutien à la consommation, c'est pas de réforme de la TVA, même s'il y a eu une diminution des taux, mais qui ne s'est pas traduit par une diminution des prix. On ne peut pas baisser les taux de la TVA. Ils ont été réduits. Oui, mais on ne peut pas les baisser beaucoup plus, même si on a réduit. Maintenant, aujourd'hui, il y a deux leviers pour apporter du pouvoir d'achat. Vous avez soit le levier budgétaire, vous allez baisser les impôts. C'est ce qui s'est passé. Oui, mais très peu. Mais le 1%, c'est pas suffisant. Le 1%. Je vais vous dire pourquoi le 1%, c'est pas suffisant. Parce que cette classe moyenne dont vous parlez, qui doit avoir le pouvoir d'achat, qui est la locomotive de la société et qui doit avoir aussi se sentir intéressée par l'avenir du pays, cette classe moyenne, elle finance dans le privé la santé. Elle finance dans le privé l'éducation. Elle finance dans le privé la mobilité. Elle paye des impôts pour financer tout ce qui est public envers les autres couches sociales. Il faut qu'il y ait une justice fiscale. Moi, je m'attendais à une baisse de 2 ou 3 points sur le barème de l'impôt. Pour cette classe moyenne, ça n'a pas été fait parce que c'est cette classe aussi qui est formelle. Et on a toujours dit qu'il fallait attaquer l'informel, mais je ne parle pas du petit informel, des petits vendeurs de rue. Non, je parle de l'informel structurel. De l'informel qui est structuré. Qui est structurel et structuré. Et là où nous avons plusieurs centaines de milliards de dirhams, on l'a vu quand l'État a essayé de récupérer, c'était quand même à peu près 5 à 6 milliards sur 100 milliards qui ont été déposés. Pour les caisses de l'État. Donc, moi, je crois qu'il faudrait se tourner, puisque vous m'avez posé la question, premièrement, inventer de nouvelles recettes pour créer de l'emploi chez les jeunes. Est-ce qu'il faut un électrochoc? C'est intéressant que vous parliez de ça. Est-ce qu'il faut avoir une vision à la Trumpiste? Ah oui. Parce que Donald Trump, effectivement, quitte à faire repartir l'inflation, c'est en tout cas réduire massivement, voire faire disparaître toute fiscalité sur le travail pour relancer la consommation. Est-ce que nous, on est en capacité, ou alors il faudra le faire, j'en sais rien, de mettre en place des recettes à fort impact pour relancer la machine? C'est une excellente question, Rachid Alaoui. Il faudrait voir dans tous les secteurs pourvoyeurs de l'emploi, il faudrait qu'il y ait une fiscalité différenciée. Je vous remercie pour cette question. On ne peut pas avoir la même fiscalité pour les gens qui sont dans le service et pour eux, les taux de profit sont très élevés. Et donc, c'est ce qu'on appelle les super profits. Et
utiliser les mêmes taux de fiscalité pour les gens qui entreprennent. Mais certains vous diraient que le secteur des services est celui qui a créé le plus d'emplois en 2024. Donc, est-ce qu'il faudrait, vous dites, il faudrait revoir la fiscalité à la hausse pour le secteur des services, mais qui dégage du chiffre d'affaires beaucoup plus important que notre secteur de l'activité. En même temps, c'est celui qui a l'employabilité la plus forte. Je vous ai parlé des secteurs qui créent de l'emploi. Oui. Le textile, le tourisme, l'agroalimentaire, l'agriculture. Ceux-là doivent avoir une fiscalité différenciée, c'est-à-dire beaucoup plus basse que d'autres secteurs pour encourager, pour tirer vers le plus, pour créer de l'emploi. Et puis, l'autre chose, c'est-à-dire utiliser de nouvelles recettes, encourager des artisans. Je parle pas quand je parle artisan, c'est le terme français, c'est-à-dire un artisan, un électricien, un plombier, à prendre des jeunes stagiaires et que ces jeunes stagiaires, il faut qu'ils reçoivent une petite bourse d'apprentissage pour qu'on ait un remplacement et pour qu'on crée de l'emploi, parce qu'il y a de l'emploi dans ces secteurs manuels. Donc vous dites... même si l'État ou les gens ne leur donnent pas beaucoup d'intérêt, on s'y trompe. En même temps, vous serez d'accord comme moi que c'est des emplois à faible valeur ajoutée. Bien sûr. Bon, dites-vous, en fait, il faut miser sur le court terme, peu importe, même si c'est pas des emplois à forte valeur ajoutée, même si c'est des emplois à faible valeur ajoutée, mais il faut mettre le paquet là-dessus. Bien sûr, il faut mettre le paquet. Moi, je vous ai dit, il faut ventiler. Ça, c'est une partie. Les jeunes diplômés qui sont à l'université, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, c'est une partie. Ceux qui créent des manufactures dans des secteurs, c'est une partie. Appeler aussi les Turcs et les Égyptiens et discuter avec eux et leur dire, voilà, vous avez les introns, nous avons le savoir-faire, nous avons besoin d'emplois. C'est ce que Trump a fait avec les industries de luxe. Il a dit, vous voulez commencer à exporter du luxe? Non, mais venez produire le luxe chez nous. Parce que nous avons besoin d'emplois. Aujourd'hui, la bataille, Rachid Alaoui, elle n'est pas sur la croissance économique. Dans le monde entier, elle est sur l'emploi. Sur l'emploi et l'employabilité. Oui. Dernière question, on le voit depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il y avait des prévisions d'ailleurs dans ce sens. C'est un rebond de l'inflation à travers le monde. Ça repart un peu partout. Est-ce que nous, cherté de la vie, vous avez dit avec un rythme inflationniste extrêmement élevé qui malheureusement a laissé des prix relativement élevés, il n'y a pas de décélération des prix, malgré le fait qu'il y a une décélération de l'inflation, et puis là, une inflation qui repart. Est-ce que là, attention, on va se retrouver dans une configuration dans les prochaines semaines et les prochains mois, avec une inflation qui repart, donc avec une pression sur les prix, et donc du coup aussi peut-être pression sur la création d'emplois et la création de richesses. Je suis pas d'accord. L'inflation. Les prévisionnistes économiques à travers le monde qui a... J'ai vu les prévisionnistes. En fait, les prévisionnistes veulent faire peur au discours trumpiste des Américains pour leur dire si vous augmentez les taxes, vous allez créer de l'inflation. C'est pas vrai. L'inflation, quand elle peut se créer, elle va se créer par l'énergie. Aujourd'hui, il y a une stabilisation du cours de pétrole et de gaz. Elle va se créer aussi par le fret. Et là aussi, on a une stabilisation des prix. Les céréales, on a une accalmie. Donc, moi, je ne crois pas à une inflation. Par contre, il y a une cherté de vie qui s'est installée partout dans le monde parce qu'il n'y a pas eu de correction. Donc, pas de retour de l'inflation pour vous, au Maroc, non. Cherté de vie, oui, c'est différent. Aujourd'hui, les Marocs ont perdu peut-être 10 à 20% de pouvoir d'achat entre 2020 et 2025 en moyenne. Et ça c'est autre chose. Mais est-ce que l'inflation retourne comme on l'a connu? Non. Mais l'inflation sous-jacente, elle s'est installée. C'est-à-dire que les prix de tout ce qu'on achetait à 2020 a augmenté de 20 à 25%. Un petit commentaire pour conclure, Abdelghani Youmni, sur la décision qui a été prise pas par un politique, mais par un petit commerçant, vendeur de poissons à Marrakech, vous avez vu. Il a pris l'initiative de fixer le prix du kilo de sardines à 5 dirhams. On a vu qu'il est allé on a eu des 20, 25, 30, 32 dirhams le kilo de sardines il y a encore quelques jours. Il a pris cette initiative en fait pour démontrer que c'était possible et que le juste prix du kilo de sardines, ça pouvait être 5 dirhams. Oui, alors je vais vous répondre à deux choses. C'est que il faut pas confondre l'économie de marché avec la prédation et la spéculation. Et au Maroc, nous avons une économie de prédation et de spéculation qui empêche un meilleur fonctionnement de l'économie et qui ne protège pas le consommateur en général et qu'on ne protège pas aussi les couches fragiles. Oui, les sardines peuvent sortir à 5 dirhams et se retrouver à 30 dirhams, comme les tomates peuvent sortir à 5 dirhams et se retrouver à 25 dirhams, parce que nous avons une anarchie spéculative dans ce pays parce que, je vous dis, nous n'avons pas un patriotisme économique. Si on avait le même patriotisme pour l'économie
et pour nos relations d'échange que ce que nous avons sur le foot, on serait la Corée du Sud, la Malaisie, l'Indonésie aujourd'hui, qui fait de 8% à 10% de croissance économique. Merci infiniment pour cette dynamique et ce regard analytique dans ce débat. Septième sens, je pense que ça a donné du sens. Vous avez donné du sens aux chiffres, vous avez donné du sens aux tendances et donné du sens également aux perspectives, à la fois en matière de pouvoir d'achat et en matière de création d'emplois, en demandant la priorité à plus les métiers mondiaux du Maroc, mais les métiers manuels du Maroc. Aussi. On garde les deux. On garde les deux. Voilà. Merci en tout cas infiniment à vous. Et à très bientôt. Merci. Septième sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.